Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live Up Factory. Je suis Anis Sherman de Mouvement Up. Alors, on est ici dans le cadre du programme Up Factory qu'on a lancé il y a 5 ans en partenariat avec Accenture et le groupe SOS Pulse. Donc, c'est un programme de pré-incubation qui soutient la nouvelle génération d'innovateurs à impact positif. Et à l'occasion, nous organisons donc des événements gratuits et ouverts à tous pour permettre à ces jeunes pousses de découvrir les entrepreneurs, les expériences des entrepreneurs chevronnés sur des thématiques propres à l'entrepreneuriat social. Ce matin, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Jean Moreau. Bonjour Jean. Bonjour Anaïs, bonjour à D'être tous. avec nous ce matin. Alors Jean Moreau, tu es cofondateur de Phoenix. Tu as travaillé pendant 5 ans dans une banque d'affaires avant de te lancer dans la folle aventure entrepreneuriale avec le souhait d'avoir plus de sens dans la vie professionnelle et de mettre tes compétences au service d'une cause qui est utile. En 2014, donc, vous avez cofondé avec Baptiste Corval la start-up Phoenix qui s'est rapidement imposée comme la leader sur le marché de l'économie circulaire avec pour mission de proposer des solutions innovantes aux entreprises et aux associations pour réduire le gaspillage alimentaire et non alimentaire et de favoriser le don alimentaire aux associations. Après 6 années d'activité, le succès est donc au rendez-vous. L'équipe est passée de 2 à 130 personnes avec près de 100 millions d'euros de produits qui ont été sauvés de la poubelle pour un chiffre d'affaires cumulé de 17 millions d'euros. Et vous n'en restez pas là car vous avez récemment lancé aussi l'application B2C sur laquelle on aura peut-être l'occasion de revenir. Alors, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. La thématique se porte essentiellement sur le changement d'échelle, mais quand même avant ça, j'aimerais revenir sur le succès de Phoenix. Et comme je le disais, c'est la success story dans l'ESS. Comment est-ce que tu peux nous expliquer cette formidable croissance ? Bon, alors merci pour cette intro magnifique. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Attendez, j'ai un appel. Ouais, Excusez-moi, j'ai eu un appel, mais je suis ravi d'être là. Bon, alors, je ne sais pas si on est la seule success story, certainement pas, il y en a d'autres, on fait partie des belles. Mais, avant nous, il y avait les microdons, les recyclivres, et bien d'autres encore, les unicités, les ciels bleus, etc. Donc, on fait partie de cette génération-là. Donc, comment a été créé Phoenix? Donc, la boîte, elle a 6 ans maintenant, 2014. Et bon, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais on a commencé dans la douleur, parce qu'au départ, on était 3, puis maintenant, on n'est plus que 2. Et ça a commencé par une crise de gouvernance assez aiguë, comme quoi tout peut, au départ, mal démarrer, et puis ensuite finir par bien retomber sur ses pattes. Ça, c'est le premier conseil que je voulais vous donner. Il ne faut pas se décourager. Au début, il y a souvent des erreurs de casting qui peuvent faire perdre du temps, mais en général, après, tout est bien qui finit bien. Donc nous, c'était ça, démarrage difficile. Je reviendrai pas trop là-dessus, mais c'était pour l'intro. Et ensuite, par contre, on est allé assez vite. On a commencé avec une approche très lean. On a mis 1 000 euros de capital, 500 euros chacun avec mon associé Baptiste, sur une logique 50-50. Souvent, on dit que c'est pas une bonne pratique, qu'il faut faire 51-49, mais nous, on a fait 50-50 de manière pure et parfaite. Et donc, le métier, pour revenir là-dessus en 2 mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et la vision de départ, c'était de réduire le gaspillage alimentaire, de donner une seconde vie aux invendus. Et comme tu l'as dit, au départ, c'était essentiellement une seconde vie solidaire auprès des acteurs de l'aide alimentaire. Donc, grosso modo, notre métier, c'est connecter l'offre, à savoir essentiellement la distribution, la grande distribution, sur tous les formats, hypermarchés, supermarchés et magasins de proximité. Donc, des Leclerc, des Super U et des Franprix ou Biocoop de quartier. Et faire en sorte que leurs invendus qui arrivent en fin de parcours, à J-3, J-2, J-1 par rapport à la date de péremption, ne terminent plus à la poubelle, mais terminent par défaut chez les Restos du Cœur, le Secours Islamique, la Banque Alimentaire ou la Croix-Rouge. Donc ça, c'est notre métier historique, qu'on n'a pas inventé. C'est ça aussi, c'est de l'innovation incrémentale. C'est-à-dire que ça existait déjà, on a juste essayé de le digitaliser, de le faire de façon un peu plus systématisée et professionnelle, mais on n'a pas inventé cette pratique de don alimentaire. Et donc ça, on a fait ça pendant 4 ans, et puis ensuite, j'y reviendrai dessus, mais on a étendu la gamme de services progressivement. Et juste en quelques chiffres, pour revenir sur le changement d'échelle, après on détaillera comment ça s'est passé, mais donc on était 2,
Et puis maintenant, on est, comme tu l'as dit, on est 150 dans l'entreprise. Et on a passé, on a fait comme point de passage 100 000 euros la première année, puis 600 000, puis 2,2 millions, puis 4,5 millions de chiffres, et 9 millions et 15 millions l'an dernier, avec au passage un impact extra-financier dont on est assez fier, puisqu'on a passé la barre des 70 millions de repas redistribués. Et tous les jours, on sauve de la poubelle 120 000 repas. Donc voilà, on fait partie effectivement de ces boîtes qui montrent qu'on peut à la fois avoir une croissance forte, mais raisonnée ou maîtrisée, et en même temps un impact extra-financier assez significatif, tout en créant des emplois dans les territoires. Et donc, on est fiers de ces trois dynamiques. C'est beau. Et justement, quels sont les facteurs clés de succès pour permettre à une start-up d'avoir un impact et avec une croissance aussi forte et durable? Alors, les facteurs clés, donc nous, il y a eu, évidemment, comme souvent, une grosse partie de travail, ce qu'on appelle l'exécution. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième, c'est bien s'entourer avec les bons prestataires, les bons partenaires, avec les bons. Il y a ma fille qui est dans c'est moi. Les bons prestataires, les bons partenaires. Et puis, bien financer la croissance. Ça, on y reviendra. Et après, moi, je pense donc il y a une partie de mérite intrinsèque, ce que je viens de décrire. Et dans notre cas, on a ici été pas mal porté par un contexte à la fois réglementaire, social et médiatique favorable. C'est-à-dire qu'on s'est lancé, nous, en 2014 sur la thématique du gaspillage alimentaire, qui était pas encore autant dans l'air du temps qu'aujourd'hui. Et je dirais même qu'avec le recul, on était presque un petit peu trop en avance par rapport à ce qu'on appelle le time to market, c'est-à-dire la maturité du marché. On arrivait et on a participé à l'évangélisation, c'est-à-dire qu'on a participé à créer le marché, puisque la thématique n'était pas encore sous le feu des projecteurs. Et puis 2-3 ans plus tard, en 2016 et 2017, est arrivée une loi contre le gaspillage alimentaire. Une loi qui interdit le gaspillage dans la distribution alimentaire pour toutes les surfaces de vente de 400 mètres carrés et plus. Donc ça, évidemment, ça nous a porté, puisque c'était un cadre législatif qui allait clairement dans notre sens. Et puis, à côté de ça, il y a eu tout un battage médiatique autour du gaspillage, avec quasiment un article de presse par jour autour du sujet, un reportage sur Envoyé spécial au JT de TF1, et ainsi de suite. Donc, c'est devenu une thématique de société, c'est devenu une thématique très médiatisée. Et nous, ça nous a fait beaucoup de vent dans le dos, parce qu'on a eu pas mal de presse gratuite. Et donc, pendant 5 ans, 6 ans, on a pu construire la marque et la faire connaître sans dépenser quasiment 1 euro d'espace média. On n'a jamais acheté de publicité, on n'a jamais payé un article. Tout s'est fait de façon organique parce que le sujet plaît et qu'il est facile à raconter. Donc, une partie de mérite de l'équipe, des prestataires, des financeurs autour de nous, et une partie de chance ou d'opportunité, d'être au bon endroit au bon moment avec des vents favorables. Ok. Et en termes de business model, vous avez été un peu pionnier par rapport à ça. Ça vous a permis d'être rentable en fait, tout en ayant un impact écologique très fort. C'est une question difficile aujourd'hui pour les entrepreneurs sociaux parce que c'est un peu leur mission. Mais comment on arrive à concilier ça justement? Comment on arrive à concilier sa mission avec sa mission sociale avec la rentabilité? Quel conseil tu pourrais donner sur… Déjà, il faut. Nous, ça s'est pas fait de façon fluide. On a, comme on dit dans le monde des startups et dans le monde des entreprises, on a pivoté plusieurs fois. On a changé de business model. Donc, il faut tâtonner jusqu'à ce qu'on trouve la bonne solution. Nous, au départ, on était sur un modèle qui était un modèle d'abonnement. Enfin, même au départ, on était du consommateur au consommateur. La première rubrique de Phoenix, c'était pouvoir, en tant que conso, redonner les invendus de ton frigo à ton voisin, au SDF du quartier ou à l'association du coin. C'était plutôt de l'économie collaborative. Après, on a pivoté en B2B en disant on va garder l'intuition de départ, c'est-à-dire le gaspillage alimentaire, en partie diminué par le digital. Et par contre, on va basculer du consommateur vers le professionnel. Et donc ça, c'était un premier pivot qui a tout changé pour nous, parce que le premier marchait pas bien. Et quand on a fait ce pivot en B2B, donc collecter les magasins et les assos, au départ, on avait un modèle d'abonnement en disant, nous, on vend notre plateforme, donc comme n'importe quel logiciel, que ce soit Microsoft ou autre, on vend une licence d'utilisation par chef de rayon.
Donc, on disait à nos clients, bah voilà, c'est un abonnement, c'est 100 € par licence et par personne dans votre magasin. Et on l'a vendu, mais pas assez vite. On n'avait pas assez de traction, comme on dit. Ça se déployait pas assez vite. Donc, on a fait un dernier changement de modèle où on est passé sous un modèle de commission au succès en disant, bah, on va, pour les magasins, transformer un centre de coût, l'invendu, le déchet, parce qu'aujourd'hui, quand il n'est pas valorisé, il est perdu. Et en plus, il faut payer un prestataire pour le détruire et l'emmener en incinération, en décharge ou en enfouissement, ce qui est absurde d'un point de vue social et écologique, mais aussi d'un point de vue économique. Et donc, nous, on crée de la valeur un peu ex nihilo par rapport à ça, et donc on prend une commission au succès. Si on a créé de la valeur, tant mieux, on la partage. Si on n'a pas créé de valeur, on coûte rien au magasin. Et c'est ce changement de modèle économique qui a été assez transformant pour nous, qui a fait un peu la croissance de Phoenix. Donc tout ça pour dire que voilà, on a itéré pendant 3, 4, 5, 6, 10 mois jusqu'à trouver le bon modèle économique qui nous a porté. Ok. Alors, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, quand on parle de changement d'échelle dans le SS, ça ne veut pas forcément dire que grandir en taille. Ce n'est pas simplement une notion de croissance, mais c'est aussi un processus qui permet de maximiser l'impact social aussi de la structure tout en conservant une croissance durable. Est-ce que tu es d'accord avec cette approche et toi, comment tu définirais le changement d'échelle pour un entrepreneur à impact? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je veux juste préciser un truc sur la question d'avant. Il y a un autre élément qui est important, et je ne suis pas sûr que tous les entrepreneurs sociaux l'aient en tête, Ouais. en tout cas ceux qui sont en création. C'est que dans un business model, dans un modèle économique, pour faire un peu moins de franglais, ce qui est hyper important, et moi dont je n'avais pas forcément conscience au départ, c'est ce qu'on appelle la récurrence, le repeat. Et donc, c'est un peu la magie du modèle Phoenix, c'est que quand on signe avec un client, un distributeur, c'est des contrats sur 12, 24 ou 36 mois avec, une forme d'abonnement. Donc, on a beaucoup de visibilité, on peut prévoir les flux entrants futurs et ça change tout par rapport à un modèle de commission, de conseil où il faudrait aller chaque fois reconstruire son chiffre d'affaires chaque mois. Donc, essayez de faire en sorte que votre modèle soit le plus répétable possible et soit le plus récurrent possible. Comme ça, vous aurez de la visibilité et vous aurez à chaque fois une base stable sur laquelle vous irez faire de l'incrémental, mais sans reconstruire à chaque fois le chiffre d'affaires à zéro chaque mois. Donc ça, c'est l'autre conseil. Et pour revenir sur ta question, donc sur le changement d'échelle, en gros, on a souvent des débats en interne et même dans des associations que je préside comme Tech for Good France ou le Move sur ça. Est-ce que hypercroissance et impact sont compatibles? Et est-ce que changement d'échelle et impact veut forcément dire grossir? Moi, j'ai un point de vue assez clair là-dessus. Je pense qu'in fine, quand même, plus on est gros, plus on a un impact positif. Ouais. En tout cas, dans notre cas, c'est assez linéaire et très corrélé. C'est-à-dire que plus on a de magasins donateurs, plus on a d'assos en face et de consommateurs engagés côté demande, plus on réduit le gaspillage et plus il y a de produits qui sont redistribués et qui trouvent une seconde vie solidaire ou à prix cassé chez les consommateurs en galère. Donc, chez nous, c'est une place de marché. Donc, plus il y a d'offres, plus il y a de demandes, plus il y a de transactions, plus on sauve d'un vendu de la poubelle. Après, par rapport à ça, il y a deux limites. C'est que d'une part, on a un peu une sorte de conflit d'intérêt, puisqu'en fait, on est quelque part, on est une bonne solution curative en aval. C'est-à-dire qu'on sait traiter le gaspillage une fois qu'il est constaté, mais on n'est pas encore remonté à la source du problème qui est le réduire vraiment à la base, quoi. Donc ça, c'est un truc sur lequel on travaille, mais aujourd'hui, on a un peu cette schizophrénie-là. Et deuxième chose, ça passe pas forcément par du recrutement systématique, parce que, mais on pourra y revenir, je crois, dans la suite, mais Ouais. grossir en tant que tel, c'est très bien. Ça crée de l'emploi et tant mieux, parce qu'on en a besoin par les temps qui courent. Mais après, c'est compliqué, c'est lourd à gérer, c'est usant. Et parfois, ça peut passer plutôt par une vision plus produit plutôt que service. Et donc, utiliser notamment les outils digitaux, pas forcément ultra techno, mais des outils digitaux qui permettent de grossir et de démultiplier l'impact sans créer des monstres de 300 personnes ou 500 personnes. Ouais.
Et à quel moment la question s'est posée pour Phoenix du changement d'échelle? Enfin, il y a un moment critique, il y a un point de bascule. Est-ce qu'on se prépare, comment on se prépare à cette transition en fait? Non, non, mais moi, c'est clair que si on m'avait dit il y a 5 ans ou 6 ans qu'on serait un jour 150 chez Phoenix, je l'aurais jamais cru. On Ouais. savait, on constatait que le gaspillage était un gros sujet, qu'il y avait beaucoup de volume. Sinon, on ne serait pas allé sur cette thématique-là, parce que ça, c'est aussi un conseil pour les entrepreneurs. Assurez-vous que le marché sur lequel vous êtes est, est gros et conséquent et qu'il y a un vrai problème de société derrière et un problème qui peut passer à l'échelle, parce que sinon, je vois quand même beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent sur des choses de micro-niches. Et c'est OK, hein, c'est pas un problème en soi, c'est juste que l'entrepreneuriat mange tellement d'énergie et c'est tellement dur que si on se rend compte au bout de 3 ans qu'en fait le marché est tout petit et qu'on a fait le tour, c'est parfois décevant. Donc, nous, on voulait s'assurer que c'était un gros marché. Donc ça, on savait qu'il y avait des choses à faire. Après, j'aurais jamais cru qu'on serait allé si vite et qu'on serait devenu aussi gros. Je pense que le point de bascule, s'il y en a un, c'est la duplication en région, l'essaimage régional. Quand on a compris que le modèle marchait partout, parce qu'au départ, on s'est créé à Paris. euh, Et très vite, c'était en mars 2014. Et très vite, à partir de juillet, on a vu que ça marchait. Donc, on a lancé une antenne à Rennes et puis une autre à Toulouse. Et, euh, et on a vu que dans les deux antennes, ça fonctionnait super bien. Très vite, à Rennes, on a été 2, puis 3, puis 4, puis 5 personnes. Et de Rennes, on est allé à Nantes, à Quimper, à Lorient. Et en fait, on a vu que partout, il y avait des magasins et les assos. Il y avait besoin d'un Phoenix. Et donc, en fait, on s'est dit, bah, c'est pas un projet Île-de-France, c'est un projet territoire. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une antenne de Phoenix partout dans les 25 plus grosses villes de France. Et donc, c'est là qu'on a commencé à lancer des SMH régionales. Et c'est ça qui a basculé vers un changement d'échelle assez rapide. Parce qu'après, on a fait Strasbourg, Lille, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Dijon, et ainsi de suite. Mm. Et ben justement, ouais, c'était ça, parce pour passer un peu à la partie théorique, selon la ville, il y a des fonctions, enfin, en fonction des spécificités, des enjeux, de l'environnement de chaque société. Il y a plusieurs stratégies en fait à adopter. Donc, on a la diversification qui permet de créer une nouvelle activité pour enrichir le modèle. La duplication, donc c'est un peu ce que tu parlais de l'essaimage, de répliquer le modèle sur le territoire. La fertilisation, quand on diffuse son savoir-faire à plus grande échelle. La coopération, quand on se rapproche et qu'on collabore avec d'autres structures pour faire mieux et plus. Et la fusion, quand on se regroupe, sous une autre structure. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu avais en tête au début? Quelles sont les stratégies que vous avez choisies à Phoenix et pour quelles raisons? Ouais, alors non, pour être clair, je l'avais pas en tête, parce qu'on n'est pas des théoriciens Mm. de l'entrepreneuriat social ou de l'entrepreneuriat en général, on était plutôt des doueurs sur le terrain. Donc, par contre, on a eu une formation là-dessus dans le cadre de Entropia, le programme de l'ESSEC. On a fait Entropia Scale Up en 2015. On était dans une belle promo avec Simplon et deux, trois autres. Donc, voilà, ça a bien fonctionné pour nous. Et tant mieux. Et donc, on avait eu cette Cette présentation-là. théorie, Donc, c'était intéressant. Nous, si je peux revenir sur ce qu'on a fait, à la fois ce qui a bien ouais, marché et ce qui a moins bien marché. Donc, la duplication, ça, j'en ai parlé. C'est ce ouais, qu'on a fait. C'était la base du modèle Phoenix. Pour le coup, si je devais en retenir un, ça serait celui-là. Faire la preuve de concept à Paris avec assez peu de moyens, 1000 euros. Montrer que ça marche en région, à Rennes et à Toulouse. Et puis ensuite, aller voir des financeurs. Et nous, en l'occurrence, ça a été des financeurs à impact, Inco et Aviva Impact Investing. Et ce qu'on leur a enfin, ça peut donner des idées aussi à des entrepreneurs, mais c'était ça, nous, la base de notre levée de fonds et notre discours. C'était de dire, regardez ce qu'on a pu faire avec pas beaucoup d'argent sur 3 territoires. Voilà notre impact, création d'emplois, chiffre d'affaires. Maintenant, si vous investissez 1, 2, 3 millions chez nous, on pourra ouvrir 10 villes de plus. Et puis après, à terme, si on relève encore quelques millions, on pourra refaire 10 villes supplémentaires, puis l'Europe. C'est une histoire qui s'entend assez facilement pour un financeur à impact parce qu'il y a la preuve par l'exemple, quoi. Donc ça, c'est le ouais, premier truc, c'est ce qui a le mieux marché chez nous, duplication et SMH régional. Ensuite, la diversification, on l'a fait. À 2 niveaux. Donc, dans le B2, sur notre métier historique, on a diversifié de l'alimentaire vers le non alimentaire et au sein de l'alimentaire aussi, de la distribution vers les industriels agroalimentaires. Parce qu'au départ, on a
Au départ, on chassait essentiellement sur les terres de la distribution, j'en ai parlé. Et ensuite, on s'est dit, en fait, il y a aussi les mêmes problèmes de gaspillage, non pas d'un point de vue du magasin, mais dans les usines de Danone, Michel Augustin, Nestlé euh, et, et consorts, qui ont des produits déclassés, des lancements ratés, des erreurs d'étiquetage, etc. Donc, on a dupliqué notre activité sur cette verticale de l'industrie agroalimentaire. Et puis, surtout, le gros truc qu'on a fait récemment, tu en as parlé en introduction, c'est que on a étendu notre gamme de services des professionnels vers le consommateur, donc du B2B vers le B2C, comme on dit en anglais. C'était un gros changement pour nous parce qu'au départ, on était essentiellement entre les magasins et les assos. Et Ouais. puis, en fait, on s'est dit, pour plein de raisons, enfin, je peux les décrire d'ailleurs, mais il faut qu'on fasse entrer le consommateur dans la démarche parce que il y a plein de petits volumes qui nous échappent. On était appelé par beaucoup d'acteurs type boulangerie, pâtisserie, primeurs de quartier. Et en fait, les assos n'étaient pas intéressés par aller récupérer des petits volumes éclatés, diffus. Ça ne les intéressait pas d'aller récupérer 5 sandwichs et 3 pains au chocolat. Donc, on n'avait pas de réponse à leur offrir. Ce n'était pas satisfaisant. Et donc, on s'est dit, OK, ben, ces petits volumes qui nous échappent, nous, on est bon pour traiter des palettes ou des camions entiers qu'on envoie au Resto du Cœur ou à la Croix-Rouge. Mais pour les petits volumes individuels comme ça, on n'a pas de solution. Et donc, on s'est dit, ben, la bonne solution, c'est de faire rentrer le consommateur dans la démarche. Et donc, on a créé une appli B2C qui permet, que je vous invite à tous télécharger d'ailleurs, qui s'appelle l'application Phoenix et qui permet aux consommateurs engagés, responsables ou qui adhèrent, parce que c'est plutôt ça notre cible, qui a des problèmes de fin de mois ou qui veut économiser du pouvoir d'achat sur ses courses, de racheter à prix cassé des invendus dans les magasins autour de chez lui. Donc en gros, Biocoop va pousser dans un panier 12 à 15 euros de produits qui sont vendus à 5 euros. Nous, on prélève 80 centimes par transaction et on reverse le delta au magasin. Donc, et ça, c'est assez nouveau pour nous. Donc, c'est vraiment une diversification assez forte du B2B vers le B2C. On n'est pas les seuls à faire ça. On a des concurrents, partenaires, confrères, mais ça marche très bien et il y a la place pour plusieurs acteurs. Après, un autre truc qu'on a fait, c'est la fusion. Donc, on a fait 2 acquisitions, fusion-acquisition, avec des boîtes du secteur. Et notamment, c'est quand on a lancé la partie B2C. On avait un peu de retard sur le marché, donc on a voulu aller plus vite. Et donc, on a fusionné avec une entreprise au Canada, à Montréal, qui nous a apporté sa techno et son application, en tout cas la V1. Et on a fusionné avec une autre boîte de l'écosystème qui s'appelait Graps, qui était une entreprise qui faisait des paniers, une sorte de ruche qui dit oui anti-gaspillage, quoi, ou d'AMAP anti-gaspi. C'est un principe d'abonnement. Vous pouvez, en tant que consommateur, vous abonner et vous engager à prendre chaque semaine un panier de fruits déclassés ou un peu périmés chez votre primeur du coin. Et donc ça, on l'a intégré à l'application Phoenix. Donc ça a bien marché pour nous, la fusion. Ce qui a le moins bien marché, pour être transparent, je dirais que c'est plus la coopération. Bon, évidemment, c'est la base du modèle Phoenix, puisqu'on coopère entre des grandes surfaces, Carrefour, Phoenix au milieu, et puis des assos caritatives de toute taille, à la fois les gros réseaux comme la Croix-Rouge ou la Banque alimentaire et le Resto du Cœur, j'en ai déjà parlé, mais aussi plein de petits assos de quartier qui sont beaucoup moins connus et qui sont beaucoup moins structurés, avec beaucoup moins de réseaux, de moyens et de puissance financière que le Resto du Cœur. Donc ça marche très bien, la coopération à ce niveau-là. La coopération interacteur, après, elle a moins bien marché. On a l'écosystème de l'anti-gaspillage, il a grossi dans notre sillon et puis à côté de nous. Et on a essayé de faire des partenariats avec des sociétés comparables et on n'a pas réussi. Ce qui me fait dire qu'en fait, c'est assez valable dans l'ESS hein, et même dans le milieu associatif. Malgré le côté for good et impact, ça reste un milieu concurrentiel et ça reste compliqué d'aligner les intérêts et ça reste compliqué de mettre tout le monde d'accord. Donc nous, on a essayé plusieurs fois, on s'est peut-être mal pris, mais en tout cas, ça a toujours fini plutôt en mélodrame qu'en partenariat stratégique, structurel. Voilà. Et puis la fertilisation, on l'a pas trop fait non plus, pour être honnête. Mais on n'est pas fermé. On l'a plutôt fait à l'international. On est souvent appelé pour des gens qui veulent lancer Phoenix en Nouvelle-Zélande, à Madagascar, au Maroc, etc. Qui sont pas des cibles qu'on vise. Mais du coup, on prend Et du c'est temps eux pour qui coacher viennent les gens et chercher. voilà, ça on le fait. Ok.
Et à quel moment, en fait, on se doit de réfléchir ou de se renseigner sur ces différentes stratégies? Est-ce que on s'y prépare dès le début ou alors il faut vraiment attendre d'avoir le modèle pas parfait parce Euh, que je pense qu'on ne l'a pas, mais ouais, non, mais tu as raison. Enfin, je pense que tu as tout dit. Il faut pas vouloir le faire trop vite parce qu'il faut pas vouloir, désolé pour l'anglicisme, il faut pas vouloir scaler un truc qui est bancal. Il faut pas vouloir changer d'échelle sur un modèle qui est bancal. Donc, nous, on estime qu'on l'a fait euh, peut-être un tout petit peu trop vite, mais à peu près correctement. C'est-à-dire on a fait la preuve de concept à Paris. On a fait une réplication à petite échelle à Rennes. Et quand on avait cette preuve de concept, et puis à Toulouse, comme je l'ai dit. mm. Et quand on avait 3 planètes alignées et qu'on avait un peu plus d'expérience dans les pattes et qu'on avait mis en place quelques process, on s'est dit, ben là, c'est bon. On a quelque chose qui est costaud, qui semble être réplicable. La première fois, c'était peut-être un coup de chance à Rennes. Mais si Rennes et Toulouse marchent en plus de Paris, c'est qu'on tient quelque chose. Et donc, ça y est, on est mûr pour mettre du charbon dans la machine. On est mûr pour financer ça et partir à la conquête des territoires. Donc, moi, je dirais qu'il faut l'avoir en tête assez vite pour préparer le truc et faire en sorte que le modèle soit en soi réplicable. Mais il ne faut pas vouloir le faire trop vite non plus. Il faut le faire une fois qu'on est sûr de notre truc et qu'il y a des process en place et que ça ne va pas faire imploser la machine. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais sur l'aspect managérial, alors, comment on gère ce changement d'échelle, son équipe, ses parties prenantes? Est-ce qu'il y en a qui sont intégrés à la réflexion? Quelles sont les bonnes pratiques, en fait, pour gérer cette transition? Alors, s'il y en a, ça m'intéresse parce que c'est probablement le plus dur, pour être honnête, la partie RH, pour plein de raisons. Mais alors, déjà, à titre personnel, c'est aussi ce qui fait la magie de l'entrepreneuriat, hein, mais on change 6 fois de boulot en 6 ans, voire même 10 fois, parce que au départ, quand on est je sais pas si tout le monde est familier avec ça, mais euh, moi j'avais écrit un article là-dessus et c'est une trilogie que je trouve assez vrai, assez juste. En général, on dit qu'il y a trois temps dans l'entrepreneuriat, il y a 3 parcours. Il y a le start, c'est l'amorçage, le build quand on construit, et ensuite le run quand on fait tourner la boutique. Et donc moi, c'est ce qu'on a vécu. Au début, le start, je parle de coup de mon expérience à titre personnel, hein, on part de zéro, une page blanche, voire nous, on partait de moins l'infini parce qu'on revenait d'un conflit d'associés, etc. Donc il faut construire une marque, il faut construire un service, une équipe, euh, un pricing, convaincre les premiers clients, enfin il y a tout à faire, quoi. Et puis donc le matin on est commercial, l'après-midi on est communicant, le soir on est chef comptable, on fait la paye pour les salaires, etc. Donc on est bouche-trou en tant que fondateur. Et Multitâche? c'est intéressant. Après, on devient bâtisseur, c'est-à-dire qu'on construit les briques. Une fois que le rez-de-chaussée est planté, ou les fondations sont plantées, on construit les briques du premier étage, du deuxième étage. Donc là, c'est plutôt mettre en place des process, lever des financements, euh, s'entourer de bons prestataires, bons partenaires, recruter l'équipe. Au départ, on a souvent beaucoup de juniors, beaucoup de stagiaires, et puis après, on fait venir des talents progressivement, des experts sur des thématiques spécifiques. Et puis ensuite, c'est la phase. Donc, ça, c'est une phase qui est excitante aussi. Et ensuite, on est dans la phase dans laquelle je suis maintenant, qui est plus une phase de run, qui est une phase de gestion. Et donc, où c'est analyser les reporting, motiver les équipes, bien recadrer la vision, l'ambition, mettre en place la stratégie et faire les bons arbitrages stratégiques sur est-ce qu'on lance l'Espagne plutôt que l'Italie, est-ce qu'on va en B2C ou pas, est-ce qu'on recrute telle personne ou telle personne, est-ce qu'on investit dans telle campagne de communication ou pas. Donc c'est plutôt un rôle d'arbitre et moins dans l'exécution pure. Donc moi j'ai préféré les 2 premières phases que celles qu'on vit aujourd'hui, même si c'est intéressant de faire tout le cycle complet. Et en général, vous verrez que les gens ont des compétences plutôt adaptées à l'une ou l'autre de ces briques-là, quoi. C'est rare que les personnes soit fassent les trois, soit s'éclatent dans les trois. Il y a des profils de starters, il y a des profils de runners, il y a des profils de builders. Et après, sur l'interne, c'est ça qui a été compliqué aussi. Nous, on a vécu 2 choses. Une qui est très classique, c'est que les gens du début ne sont pas les gens De de la maintenant. suite et fin.
Donc ça, c'est assez frustrant à vivre en tant que fondateur parce qu'on a des gens qui nous ont fait confiance au tout début, qui sont arrivés quand on était nulle part, qui ont tout donné et qui, au bout de 3 4 ans, soit se sont cramés avec nous et du coup veulent respirer un peu, soit on fait le tour, soit se disent qu'il n'y a plus la même proximité avec les fondateurs parce qu'au départ, quand on est 10 dans un petit bureau, tout le monde se connaît, tout le monde a accès à tout le monde est dans toutes les discussions, tout le monde a un accès direct au fondateur et donc il y a un côté assez grisant. Et puis après, il y a quand on a fait comme nous des bureaux en région, il y a des gens qu'on voit 2 fois par an, 3 fois par an. Il y a, on commence à compartimenter un peu plus les choses. Il y a des équipes marketing, des équipes tech, des équipes commerciales, des équipes RH, admin. Donc tout le monde ne fait pas tout le monde n'est pas au courant de tout. Progressivement, on remplace des couteaux suisses par des experts. Au début, il y a des gens qui faisaient un peu tout, et puis après, on va prendre la star du marketing digital, la star des RH, la star des gens qui font que ça en fait. Et donc ça génère des départs et c'est un peu frustrant. Et puis nous concernant, dernier truc, je le dis de façon assez transparente, Phoenix a évolué de par ce qu'on a décrit dans le webinaire là, c'est-à-dire l'extension du modèle en région et en diversification. Et donc quand on s'est créé au départ sur la mission Robin des Bois de l'aide alimentaire, ça a attiré chez nous beaucoup de gens de l'ESS traditionnel, donc assez militants, beaucoup d'anciens d'ONG, beaucoup d'anciens qui avaient passé du temps dans les pays en développement, en Afrique, etc. Et quand la boîte a grossi avec des levées de fonds, même si c'était de l'impact investing, même si on essayait de faire les choses intelligemment et en cohérence avec l'agrément ESUS, etc., peut-être qu'ils se reconnaissaient moins dans ce que est devenu Phoenix. Et puis quand on a lancé l'application B2C, qui pour moi a la même ambition, c'est-à-dire réduire le gaspillage, arriver au zéro déchet et redonner du pouvoir d'achat à des gens qui sont en galère, on n'a pas pu s'empêcher de laisser partir des gens qui se reconnaissaient moins dans ce qu'était devenu Phoenix et dans la mission environnementale, zéro déchet avec plusieurs filières, le don, les consos et les animaux, parce que c'était plus seulement une boîte au service de l'aide alimentaire. Donc voilà, l'évolution de la mission, la croissance de la boîte et peut-être l'ambition, le changement d'échelle fait qu'on a perdu des gens, en partie subis et en partie provoqués, parce que les gens du début étaient plus tout à fait équipés pour gérer. Enfin, on ne peut pas apprendre, gérer, 10, 20, 30, 50 personnes, ça ne s'apprend pas forcément sur le tas. Donc il y a des gens qui ont bien évolué, qui ont appris, qui ont grandi et qui sont largement au niveau. Et puis il y a des gens qui étaient très bien pour gérer une ou deux personnes et qui ont moins tenu la charge quand il fallait gérer une équipe de 10, 15, 20. Donc on va chercher des managers plus expérimentés. Et il n'y a pas de souci avec ça, c'est la vie d'une boîte, mais c'est parfois compliqué à vivre comme moment, quoi. C'est sûr, ça fait beaucoup de changements, quoi. Ouais. Mais d'un côté, c'est cool aussi d'avoir du sang neuf qui vient dans l'équipe, qui Oui, rapporte un regard nouveau, un peu d'une énergie nouvelle et qui repart avec le feu sacré et qui remet beaucoup d'énergie dans le réacteur. Donc, évidemment, il y a de la déception parce qu'on s'attache aux gens et notamment ceux du tout début, mais c'est part of the game. Et c'est quoi les prochaines étapes alors de Phoenix? Les prochaines étapes, donc nous, on a, bon déjà, dans le contexte, on a joué plutôt la prudence sur les 6 derniers mois, donc on a mis l'entreprise sous cloche parce que on sentait qu'on était dans l'incertitude la plus totale. On a plutôt bien traversé le confinement et la crise, parce qu'on est sur l'alimentaire et la distribution qui a bien tenu, voire même qui a plutôt surperformé. Donc on a la chance de ne pas avoir été sinistré et de ne pas avoir eu de problèmes RH en interne. Très peu de chômage partiel et pas de licenciement. Mais on a gelé les embauches quasiment et puis on a attendu que l'orage passe. Et maintenant, l'enjeu, c'est de relancer la machine. Et donc là, pour ça, on fait 3 choses. On se développe à l'international, en Europe. Donc on va lancer 2 pays en 2021 et 3 autres en 2022. Et aujourd'hui, on est en France, Espagne, Portugal et Belgique. Et on va lancer 2 et 3 pays dans les 2 années qui viennent. Ça, c'est le premier truc. Donc, essaimage européen
ce qui n'est pas simple, hein, franchement. Oui, j'imagine. On y reviendra tout à l'heure. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Le deuxième truc, on continue à innover sur notre ligne de produits, et notamment en B2B. Et donc, on lance des produits en amont de la chaîne pour résoudre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas être juste une solution curative en aval, mais aider les magasins à réduire le gaspillage à la source. Donc, on lance un produit qui permet aux chefs de rayon d'identifier les périmés et, de façon digitale et d'arriver à mieux gérer la rotation dans les Le rayons stock. Mm. des magasins. Voilà. Et la troisième chose, c'est on a un réseau de magasins chez Phoenix. C'est une filiale qui s'appelle les épiceries Nous Anti-Gaspi. C'est une filiale qu'on a créée sur la route de Phoenix en intrapreneuriat. C'est des magasins physiques qui font entre 400 et 500 mètres carrés, qui font de l'achat-revente de produits moches avec comme ambition de dépoussiérer un peu le déstockage alimentaire et, d'inciter les Français à faire de la consommation responsable. Donc, c'est des produits hors calibre, difformes, des fruits et légumes moches, des camemberts qui ont réduit à la cuisson, des foie gras qui ne respectent pas exactement le grammage qui a marqué sur le packaging, des miel pops qui font non pas 20 mm de diamètre, comme le veut le cahier des charges de Kellogg's, mais qui en font 25. Donc voilà, tous les produits difformes, et ça, donc on fait de l'achat-revente dans des points de vente physiques. Aujourd'hui, on a 10 magasins, bientôt 11, parce qu'on ouvre à Montparnasse à la fin du mois. Et il y en a beaucoup dans l'ouest de la France. Et on va en faire 50 dans les 2 ans. Donc voilà les 3 piliers de notre évolution stratégique à moyen terme. Bah ouais, il y a du taf. Mais Ouais, c'est ouais. passionnant, franchement. C'est top. Merci beaucoup. Je vais juste, avant de conclure, donner la parole à Van. Van, attention, tu vas passer en direct sur Facebook, prépare-toi. Alors, Van, tu peux enlever ton micro et je te laisse te présenter ton projet. Et si tu as une question, une remarque pour Jean, c'est ton moment. Bonjour, merci Anaïs et merci surtout Jean pour ce temps d'inspiration. C'était vraiment très intéressant. Et en plus, tu es partie des entrepreneurs qui nous ont vraiment inspirés dans notre envie entrepreneuriale. Donc, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir te parler. Donc, moi, je suis une des 2 cofondatrices de Piver. Nous, c'est la solution de réparation du gros électroménager à distance. Donc, en gros, quand un consommateur va avoir une panne de son four, lave-linge, lave-vaisselle, on va l'aider à réparer lui-même sa machine en bénéficiant de l'expertise d'un technicien professionnel à distance, donc par visio. Donc, le technicien va le guider, l'aider à faire ses manipulations pour l'aider à trouver l'origine de sa panne et donc faire les réparations simples lui-même. L'idée, c'est vraiment réduire tous les déchets, donc plutôt électriques et électroniques, qui sont générés chaque année et qui représentent énormément en termes de masse, c'est plusieurs millions de tonnes, c'est assez important. Moi, j'ai quelques questions sur ton intervention. La première serait, donc, est-ce qu'à un moment de ton parcours entrepreneurial, donc, au moment où tu as dû développer Phoenix, tu as dû faire des concessions vis-à-vis de tes valeurs, notamment, je ne sais pas, avec des partenaires ou bien avec des fonds? Et si oui ou même sinon, comment tu as géré ça et quel serait un bon conseil pour une jeune entreprise? Alors, oui. Enfin, on a essayé de rester cohérent quand même dans Phoenix, mais on peut-être que sur des recrutements, on ne s'est pas assez posé la question de la fidélité aux valeurs. On a fait 2-3 erreurs de casting et c'était probablement lié à ça. C'est important d'avoir une charte de valeurs très claire et de faire en sorte que à chaque décision, on s'y rattache. Donc nous, je pense peut-être qu'on s'est planté là-dessus sur un ou 2 recrutements clés avec des gens qui nous paraissaient très bons sur les hard skills, mais qui n'étaient pas alignés avec les valeurs de Phoenix sur le fond. Et donc, ils sont finis par partir. Donc, après, les concessions sur les valeurs, on a essayé de rester fidèle à nos valeurs, mais avec dès le départ quand même une approche assez économique, hein, en disant il faut garder en tête l'intérêt supérieur de Phoenix et l'intérêt supérieur de la survie de l'entreprise. Et donc, si par exemple, on a eu des débats là-dessus, par exemple, sur les choix des prestataires bancaires, on hésitait entre 2 banques.
Société Générale et Crédit Coopératif pour ne pas les citer. Honnêtement, alors, j'aurais peut-être pas dû dire les noms, mais parfois sur la qualité de service, il n'y a pas tellement en photo, mais par valeur, on choisit la banque engagée. Bon, ça s'améliore maintenant, mais donc voilà, parfois c'est ça les petits éléments, c'est ça, c'est tu vois, on est passé chez Enercop plutôt que EDF. Donc on essaie de faire les choses en cohérence, à la fois sur les investisseurs, on prend des gens de l'impact investing, même si parfois les valorisations sont moins importantes. Ça c'est un bon exemple, tu vois, dans la levée de fonds, on avait plusieurs offres, des offres d'investisseurs traditionnels et des offres de gens de l'impact investing. L'offre des investisseurs traditionnels était supérieure en termes de valorisation de montant, mais on a préféré partir avec ceux de l'impact investing parce que ça nous correspondait plus. Donc on a fait des concessions, mais pas tellement, et on a été pas mal poussé par les gens en interne aussi. On a des gens qui sont assez engagés, militants et qui nous poussent. Donc ça aide. Et à aucun moment, tu n'as regretté ou si c'était à refaire, tu aurais fait exactement pareil? Bah si, on a des regrets, enfin pas sur les valeurs, mais on a des regrets dans l'aventure Phoenix, comme toujours, mais on a perdu du temps, on a fait des erreurs, mais dans l'ensemble, non, dans l'ensemble, pas de regrets. Il faut regarder vers l'avant. Van, est-ce que tu as d'autres questions? Après, c'était ma deuxième question, c'était sur les RH, donc tu l'as un peu mis dans la première question, mais c'était qu'est-ce qui est vraiment important dans ton recrutement? Est-ce que donc c'était plutôt les hard skills ou justement plus le côté valeur ou même cohésion pour l'équipe en termes de personnalité? Qu'est-ce que tu recommanderais? On est notamment 100%, ouais, là-dessus, je suis absolument radical. C'est 100% la deuxième option. C'est entre quelqu'un qui est une personne qui est très forte dans son domaine, mais qui a une attitude pas acceptable ou qu'on sent pas en accord avec l'esprit Phoenix ou les valeurs de Phoenix, on privilégiera toujours quelqu'un qui a entre un 18 sur 20 qui est pas dans l'esprit et un 14 sur 20 qui est à fond dans l'esprit et motivé, on prendra toujours le 14 sur 20. Et ça, je pense que c'est un conseil pour tout le monde parce que les gens qui sont pas dans l'esprit après finissent par devenir parfois c'est toxique dans la boîte parce qu'ils sont pas alignés et ils commencent à. Donc non, moi je privilégie toujours l'état d'esprit, le fit humain parce qu'on passe beaucoup de temps avec ces gens-là, donc il faut prendre du plaisir à bosser avec eux et on s'assure qu'il y a une cohérence dans le recrutement. Et ce que je peux dire aussi avec 6 ans de recul maintenant, c'est une évidence, mais c'est que les gens enfin le recrutement, les RH sont absolument clés et c'est la première valeur de la boîte et c'est le premier actif de l'entreprise. Et c'est ce qui a fait la différence chez nous, je pense, de façon très claire, quoi. Donc, pas de compromis sur les recrutements. Prenez le temps de le faire. Moi, je pense que j'ai peut-être lâché un tout petit peu tôt les recrutements. Parce que jusqu'à 20, 30, 40, c'est facile de voir les gens, mais après, quand on est 100, 150 et qu'on recrute peut-être 3, 4 personnes par mois ou voire plus, c'est compliqué de voir tout le monde. Mais en fait, c'est bien de le garder le plus longtemps possible. À minima sur les postes stratégiques, mais même, je dirais même sur n'importe quel collaborateur, il faut au moins faire un entretien de 15-20 minutes au téléphone pour s'assurer de ça. Donc ouais, Et soft les faire soft rencontrer à skills l'équipe first. aussi ou pas? Ouais, les faire rencontrer l'équipe, bien sûr, mais ça c'est fait, mais je veux dire qu'il y a un passage avec l'un des deux cofondateurs, ça me paraît essentiel de le garder le plus longtemps possible, même si ça prend du temps, même si c'est une concession, même si c'est parfois intrusif dans le process de recrutement. Ça me paraît important. Et puis c'est un bon signal pour le futur collaborateur aussi de voir que les fondateurs s'impliquent et ont envie de voir qui rejoint la famille. Ils sont accessibles encore. Ouais, ouais. Van, est-ce que tu avais une dernière question? Profites-en. Il reste un petit peu de temps. Le switch, donc tu as fait 2 switches, un du C2C au B2B, ensuite au B2C. Donc, bon, c'est toujours un peu toujours sous les valeurs, mais est-ce que justement tu disais que tu avais perdu pas mal de collaborateurs à ton switch B2B à B2C? C'est quelque chose, comment est-ce que tu aurais pu éviter ça? Ou est-ce que c'était un problème de communication, de positionnement, ou c'était vraiment des valeurs complètement différentes et vous n'auriez pas pu concilier l'équipe en B2B avec votre switch en B2C?
Euh, En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, donc, chez Phoenix, on a en gros trois types de populations, enfin trois, quatre types de populations qui correspondent à nos impacts. On a un impact social fort via la redistribution aux bénéficiaires associatifs, un impact environnemental parce qu'on réduit les déchets, on amène nos clients vers le zéro déchet, zéro gaspillage. Et le tout avec des outils digitaux en transverse, donc et dans une dynamique de croissance assez forte. Donc, en gros, ces trois éléments ont drivé chez nous trois types de profils. Comme j'ai dit tout à l'heure, sur le premier pilier, des gens qui étaient très militants, associatifs et très ESS, canal historique, j'ai envie de dire. Donc, qui sont venus pour la cause associative et pour être au service des assos et pour faire les Robins des Bois. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont des militants de la cause environnementale et zéro déchet, qui ont plus une coloration green que sociale, si je caricature, et qui sont là parce qu'on réduit les déchets et qu'on est dans l'économie circulaire. Et à la limite, pour eux, peu importe que les produits partent dans l'aide alimentaire ou soient revendus au conso sur une appli, ou redonnés à des animaux, des fermes animalières, des parcs animaliers ou des centres équestres. C'est à la limite, les filières d'écoulement en aval, ça leur est plus ou moins égal tant qu'on réduit les déchets in fine en fin de chaîne. Donc, on a un bloc social, un bloc environnemental, et puis après, il y a des gens qui sont venus chez Phoenix pour l'aventure entrepreneuriale en tant que telle. Ils sont contents qu'il y ait du sens et de l'impact, mais c'est soit des geeks du digital et ils sont contents d'avoir des produits tech for good qui mettent leur ligne de code au service de la planète et, qui sont là aussi pour la dynamique de croissance dans une boîte qui marche bien. Et donc, c'est cette hétérogénéité-là qui fait que moi, je trouve que la mission de Phoenix, elle a évolué d'une mission purement sociétale vers une mission zéro déchet plus large et que c'est tant mieux pour Phoenix parce que du coup, on est moins fragile, on est moins dépendant du contexte réglementaire et fiscal. On a plusieurs services, plusieurs canaux d'écoulement en aval et il y a tellement de gaspillage en France que c'est bien de pouvoir diversifier des assos, des consos, des animaux. Donc, et je trouve que la mission n'est pas moins noble du tout. On est passé d'une mission sociale vers une mission zéro déchet plus vaste, quoi. Mais peut-être qu'on l'a mal communiqué en interne avec les premiers arrivés chez Phoenix, premiers arrivants. Et je pense qu'il y a une part d'usure aussi au bout de 4-5 ans, tu vois, c'est la fin d'un cycle. Et c'est le bon moment aussi de changer certaines personnes. Donc voilà, il y a probablement un peu de communication qui aurait pu être mieux faite. Et après, il y a des choses qui sont intrinsèques à l'évolution de la mission, pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais c'est pas pour les en fait, il faut pas le prendre personnellement, il faut pas mal le vivre, c'est la vie d'une boîte. Et on a la chance d'avoir une CVTech qui déborde, donc c'est toujours chiant de remplacer les personnes, mais ça se fait. Personne n'est irremplaçable, et finalement, ça se fait assez vite et assez bien. Un mal pour un bien, quoi. Ouais. Dernière question. Je sais pas Vas-y, si j'ai encore la une dernière. c'est plus donc comme vous êtes une entreprise à impact et que vous travaillez avec des grands groupes, est-ce qu'à un moment tu as eu l'impression que tu étais plutôt sous couvert du greenwashing pour un grand groupe et comment tu l'as géré et est-ce que tu t'es dit bah, de toute façon comme votre activité est quand même fortement reliée à votre impact, bah tant pis, je participe au greenwashing mais c'est pour la bonne cause aussi. Alors, ouais, c'est une bonne question. Il y a deux éléments de réponse là-dessus. Le premier, c'est oui. Plein de fois, ça, on a eu ce sentiment-là. Et alors, et notamment je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé aux entrepreneurs qui sont sur le webinaire là, mais nous, un truc qui nous est arrivé 1 million de fois et qu'on ne fait plus jamais, c'est dans les appels d'offres et les réponses à appels d'offres, publics ou privés. On avait plein de grosses boîtes ou de TI, PME qui nous appelaient en disant ouais, on répond à un appel d'offres pour gérer la restauration dans telle cantine de telle entreprise et on aimerait mettre donc dans l'appel d'offres il y a toute une dimension RSE et circulaire et développement durable qui compte pour 20% de la notation. Et donc on aimerait pouvoir faire un partenariat et en fait on s'est rendu compte que donc on avait 2 pages dans l'appel d'offres sur la belle histoire Phoenix, les solutions Phoenix et avec notre logo, etc. Et après on n'avait plus de son, plus d'image pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, on sentait qu'on était utilisé parfois par des gens pour le label anti-gaspi, ESS, solidarité, économie circulaire, zéro déchet.
comme ça, dans des projets de réponse à appel d'offres, dans des propositions commerciales. On utilisait un peu la marque Phoenix, notre image. Et donc, nous, on était un peu pris en détour parce que d'un côté, c'était chouette d'être affiché à côté de gros acteurs comme un partenaire. D'un côté, on ne se sentait pas à l'aise de monétiser ça en disant OK, mais si tu veux nous afficher, il faut payer parce qu'on trouvait ça pas hyper cohérent avec nos valeurs. Et en même temps, on ne voulait pas se faire utiliser. Donc, finalement, on a fini par ne plus jamais le faire et être super vigilant sur l'utilisation de notre marque et de notre label. Et donc ça, c'est la première partie de la réponse. Donc clairement, oui, ça nous est arrivé de nous faire utiliser et on l'a assez mal vécu et du coup, maintenant, on est un peu vigilant. Mais en même temps, quand je dis ça, et c'est un truc que je porte et notamment en Move, je pense qu'il faut qu'on aille vers... dans l'ESS, ou l'économie sociale et solidaire, responsable, on l'appelle comme on veut, mais on est toujours sur une ligne de crête entre exigence et ouverture. Exigence par rapport aux pionniers, à toutes les valeurs qu'on porte, et puis ouverture parce qu'il faut qu'un jour on change d'échelle pour de vrai dans l'ESS et qu'on arrive à sortir de la logique de pionnier où on pèse 6, 8, 10% du PIB en fonction des chiffres et qu'on arrive à embarquer avec nous des gros pour faire un effet transformant sur toute l'économie. On peut rester entre nous le plus longtemps qu'on veut, on va s'éclater et se faire des checks, mais je pense qu'à un moment donné, notre ambition, c'est de peser peut-être plus 20, 25, 30% de l'économie, voire de contaminer, de polliniser l'économie traditionnelle. Et donc pour ça, on a besoin des gros. Et pour ça, on a besoin d'embarquer avec nous éventuellement des Danone, des Carrefour, des Veolia. Ça peut faire grincer les dents, mais je pense que le bon côté du greenwashing, c'est ça, c'est que du coup, on embarque dans la démarche des acteurs qui ne seraient pas intéressés. Et c'est aussi notre rôle à nous, je pense, les pionniers, de montrer par l'exemple que ça marche et de convaincre des gros. Parce que nous, Phoenix, même si on exécute notre plan de croissance à la perfection, ce qui n'arrivera pas parce que ça se passe jamais comme sur Excel, à la fin du plan, on fera peut-être 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est bien en soi, c'est magnifique, mais c'est rien par rapport à un Elior, un Bouygues, un Veolia, un Suez, un Paprec, un Sodexo. Donc, à mon avis, on a besoin des gros, et donc je suis prêt à faire des concessions pour embarquer dans l'aventure des entreprises qui ne sont pas à la base dans l'ESS, mais qui sont en transition, et pour les inspirer et les embarquer dans la nouvelle façon de faire du business. Merci beaucoup, merci Van. Pour conclure, Jean, quel serait le conseil qui t'a manqué au début de ton aventure et qui t'aurait évité un échec? J'en ai dit un mot tout à l'heure, mais c'est sur l'international. C'est très dur l'international. Et donc moi, avec le recul, nous on est allé trop vite. Je serais resté centré sur le marché domestique français plus longtemps. Nous, on a voulu se lancer trop vite en Espagne et au Portugal. Ça marche maintenant, mais on a perdu 2 ans, je pense. On a essayé un truc au Danemark aussi, mais c'était trop loin de nos bases. Culturellement, c'était très différent. Donc, voilà, on a la chance en France d'avoir un gros marché domestique. Donc parfois, il peut suffire à nourrir de belles ambitions sans tout de suite vouloir partir à la conquête de l'Europe. C'est pas le cas quand on est en Suisse, en Belgique ou en Israël, par exemple. Le marché domestique étant tout petit, il faut tout de suite partir à l'étranger. Nous, en France, c'est pas le cas. Donc, mon conseil, c'est ça. L'étranger, c'est difficile. Il faut le faire au bon moment et pas brûler les étapes. Ok. Et une dernière chose, est-ce que tu aurais une lecture, un podcast ou une dernière inspiration à nous partager, pas forcément sur la thématique de l'entrepreneuriat ou du changement d'échelle, hein, mais un truc à nous partager? Ouais. Alors, je pense que dans l'ESS, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup apporté, c'est quand je suis sorti de l'écosystème pur ESS pour aller échanger avec des gens d'autres univers, comme celui des startups plutôt tech traditionnels, ou l'entrepreneuriat classique, au réseau entreprendre, etc. Donc je pense que l'échange entre pairs, c'est ce qui m'a apporté de loin le plus. Donc ce genre de retour d'expérience comme on a fait ce matin. Et puis des déjeuners avec d'autres cofondateurs, soit des gens qui étaient à 2 étapes au-dessus de moi, soit des gens qui étaient plus jeunes, sur des thématiques, des expertises particulières. Donc prenez le temps d'échanger avec les gens, c'est ce qui vous apportera le plus de retour d'expérience et ce sera le plus utile de loin. Et donc le format que j'adore, moi, qui permet de faire ça, c'est le podcast. Et il y a un podcast, à mon avis, qui peut intéresser les gens dans l'ESS parce qu'on n'a pas tous cette culture-là.
Bon, c'est assez technique et c'est parfois un peu caricatural, mais ça s'appelle Growth Makers. Et c'est comment utiliser des outils digitaux pour générer de la croissance et comment mettre en place des outils d'automatisation et comment digitaliser un peu la culture de l'ESS. Donc voilà, vous aurez les retours d'expérience de directeurs marketing, de directeurs d'acquisition, de directeurs de plein de belles entreprises et jeunes pousses. Et je pense qu'il y a évidemment des choses à laisser parce que c'est très Startup Nation, mais il y a aussi pas mal de choses à prendre parce que l'ESS, à mon avis, a besoin d'avoir cette fertilisation par d'autres secteurs et de prendre des méthodes et de les appliquer à notre façon de faire les choses et à notre âme, à notre ADN. Mais je pense que c'est bien de s'inspirer de d'autres méthodes pour grossir et passer des caps. Donc, Très vous pouvez bien. aller voir sur Spotify ou Deezer, Growth Makers. C'est un podcast qui est assez intéressant. C'est assez court, hein, c'est une demi-heure tous les mardis, tous les mercredis. Et c'est intéressant. Il y en a un autre qui s'appelle Dans l'arène sur la vente. Et c'est des retours d'expérience de vendeurs, comment on vend à des grands comptes, comment on fait du commercial intelligemment. Donc, voilà ce que je peux vous conseiller. Super, merci beaucoup. Merci Van, merci Jean encore une fois pour cette petite heure d'inspiration. J'espère que ça vous a plu. Et juste pour vous dire que le podcast sera donc disponible à partir de la semaine prochaine sur notre site. Il sera diffusé sur la radio et après en replay sur notre page Facebook. Merci beaucoup et très bonne journée et un bon week-end. Merci à tous, merci Anaïs. Merci, Bon au revoir. week-end, good luck.